Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette demi-finale du concours Lysias. Dans un instant, 12 candidats en licence de droit vont s'affronter sur des cas pratiques et des sujets d'éloquence. Pour rappel, les licences 1 de droit vont s'affronter sur des cas pratiques de droit civil, les licences 2 de droit sur des cas pratiques de droit pénal et enfin les licences 3 sur des sujets d'éloquence. Alors, au niveau local, le but du concours Lysias est de désigner les candidats qui vont représenter l'UBS lors du concours national qui aura lieu à Paris en mai prochain. Ainsi, pour préparer les étudiants de la meilleure manière aux échéances nationales, nous nous sommes confortés au règlement de la conférence Lysias, association à laquelle nous sommes rattachés. Ainsi, comme lors des précédents tours, les candidats seront jugés par les membres du jury en prenant compte de la forme de leurs prestations, mais également le fond de leurs prestations, c'est-à-dire la pertinence de l'argumentation juridique et la pertinence de l'argumentation philosophique. Et enfin, le respect du temps. En effet, chacun des candidats dispose d'un maximum de 10 minutes pour réaliser leurs prestations. Si à l'issue des 10 minutes, ils n'ont pas terminé leur présentation, ils seront coupés par un bruit de marteau. Ludivine, s'il te plaît, démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, j'aurai le rôle de présenter les sujets, mais surtout les candidats. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur le thème de cette soirée. Comme vous allez le découvrir dans quelques instants, tous les sujets ont été pensés et rédigés autour du thème du jeu. L'idée, à travers ce choix, était de faire le lien, justement, avec la fête du droit, comme vous l'a présenté Delphine. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la fête du droit, eh bien, en fait, c'est un événement d'envergure nationale organisé chaque année par la conférence des doyens des facultés de droit et sciences politiques. Et cette année, nous avons l'honneur à Vannes d'accueillir la fête du droit. Et cette fête du droit est une courte semaine autour d'événements divers, de colloques, etc. Et l'événement marquant de cette fête du droit est le tournoi qui est le concours d'éloquence de la fête du droit. C'est pour cela que nous allons devoir choisir un champion ou une championne pour représenter la fac. Et le thème, cette année, de la fête du droit, Jeux olympiques oblige, est Jeux et droit. C'est donc pour cela que la demi-finale a ce thème. L'idée est donc de préparer, en fait, le candidat qui sera choisi et de faire le lien entre nos deux événements. Je ne m'éternise pas plus, passons au sujet. Sujet de L1, comme vous allez le voir, chaque niveau sera coloré, les L1 en bleu, les L2 en rouge et les L3 en violet. Premier sujet. Monsieur et Madame Ravenne, un couple qui a rencontré l'amour sur les bancs de la faculté, quitte tout pour s'installer à Paris. Dans l'espoir de devenir riche et célèbre, et après avoir aidé un inconnu dans le besoin, il se voit offrir une opportunité incroyable qui le propulse à la tête d'un cabaret. Leur empire grandit rapidement, mais bientôt leur vie s'assombrit par l'excès d'alcool, de drogue et de jeu. Malgré leur bonheur apparent, une soirée de poker mène à un pari fou. Laissez le hasard décider du prénom de leur enfant. Brelan Ravenne naît de ce choix audacieux, mais cette décision entraîne des conséquences légales lorsque le procureur décide de poursuivre la famille Ravenne. Pour débattre de cette affaire, la demande sera soutenue par Évelyse Baron et la défense sera assurée par ERL Duo-Ferret. Place au spectacle. J'appelle donc Madame Baron à la barre, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, Madame la Présidente, cher auditoire, n'avez-vous jamais eu envie de rire en entendant le prénom de l'un de vos collègues, camarades de classe? M'appelant Évelyse, j'ai subi erreur de prononciation et d'orthographe. Mais ce prénom, bien qu'original, ne porte pas de double sens qui serait de nature à me causer du tort. On ne peut pas dire cela, malheureusement, du petit Brelan. Et oui, c'est un prénom apparemment. Choix étrange, fait par les amis de Stevens et Stella, ses parents, sous l'empire d'alcool et d'autres substances hallucinogènes. Une décision prise par tirage au sort au cours d'une soirée de poker. Un acte qui ne leur prit qu'1 minute, mais qui suivra cet enfant toute sa vie. Les Ravens, une famille moderne
qui a obtenu la fortune de manière fortuite, par un simple geste de bonté. Une fortune qui les aurait changés, ces gens si bons, en les parents inconscients du fait desquels nous sommes ici ce soir. Par le passé, le choix du prénom des enfants était fait sur la base des noms des saints inscrits dans le calendrier. On trouvait de ce fait une multitude de Clotilde et de Paul, par exemple. Mais aujourd'hui, cette contrainte a été abrogée. Les parents sont en effet libres de choisir le prénom de leurs enfants. Cette liberté est inscrite à l'article 57 du Code civil, dont ma consoeur usera sans doute afin de défendre cette décision. Il y est disposé, en son second alinéa, les prénoms des enfants sont librement choisis par ses pères et mères. Mais cette liberté est-elle sans limite? La réponse paraît évidente. Non. Et les limites à cette liberté sont inscrites en ce même article, en son troisième alinéa. On y affirme, lorsque ces prénoms, ou l'un d'entre eux, seul ou associé au nom de famille, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à disposer de leur nom de famille, l'officier d'état civil en informe sans délai le procureur de la République. En l'espèce, au vu des circonstances, l'officier d'état civil a fait appel à moi, estimant que ce prénom à lui seul était facteur d'un préjudice au sens du précédent article. Il est nécessaire de revenir sur le motif de cette faute. Ici, pas besoin de parler du droit des tiers à disposer de leur nom de famille, car le nom ne pose pas de litige. Concentrons-nous donc sur l'intérêt de cet enfant. Les enfants, contrairement à ce que l'on pourrait croire, disposent d'un intérêt autre que, dès leur naissance, que biberon et couche-culotte, même si j'en conviens, celui-ci ne doit pas être négligé. Mais alors, qu'est-ce qu'en droit qu'un intérêt? Ce serait l'avantage matériel ou moral auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire, selon l'article 31 du Code de procédure pénale. L'enfant, au vu de son statut juridique particulier, et surtout quand il est nourrisson, comme ici, ne peut s'ester seul en justice. Son intérêt est donc différent. L'intérêt juridique de l'enfant fait figure de formule magique au sein du droit de la famille, comme le disait le doyen Carbonnier. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Un changement de point de vue sur le statut de l'enfant s'est opéré au XIXe siècle en France. Après des années à les avoir traités comme de petits adultes, on prend enfin conscience de la particularité de leur statut. Plusieurs textes commencent à la suite de ce changement de vision à définir le droit des enfants. Le plus important d'entre eux est sans aucun doute la Convention de New York de 1989 relative aux droits de l'enfant. L'article 3 de cette convention met clairement en place la primauté des besoins de l'enfant et de son intérêt au sein des décisions de justice. Peut-on dire alors qu'autoriser ce nom serait rendre une décision qui prend en compte l'intérêt de cet enfant? Certains se demandent sans doute, mais quel est le problème avec ce prénom? D'autres l'ont déjà compris. Brelan, au départ, n'est pas un prénom, nul n'en doute. Il s'agit d'une action au poker. C'est le fait de disposer de 3 cartes de même valeur. Certes, quelle originalité! Choisir le nom d'un coup du jeu auquel ils étaient en train de jouer. On voit à quel point ce choix était recherché. Certes, cela reste l'une des mains les plus fortes, mais tout de même, vous en conviendrez, ce choix ne paraît pas judicieux. Ce coup est certes gagnante, mais ici, on ne peut pas dire que pour l'enfant, la situation soit gagnante. La défense affirmera sans doute que ce mot et son sens sont globalement méconnus. Cependant, aussi, au sein de cette salle déjà, des personnes n'ignorent pas celui-ci. On ne peut mettre en doute le fait qu'au cours de la vie de l'enfant, celui-ci ne sera pas toujours ignoré. Les jeux d'argent dans notre société ne sont pas socialement valorisés. On les associe souvent à un comportement de personnes irresponsables. Même si cette vision est moins forte aujourd'hui, les préjugés subsistent. Cet enfant qui deviendra homme, il sera perpétuellement associé, ce qui pourrait influencer la vision que les gens auront de lui. Refuser un prénom du fait de sa connotation sociale ne serait pas une première. La Cour de cassation l'a déjà fait par le passé pour un enfant que ses parents voulaient prénommer Titeuf. Dans cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2012,
la Cour confirme la décision souveraine de la Cour d'appel qui avait mis en avant le caractère grossier et mal vu du personnage. De surcroît, la prononciation de ce nom est assez étrange. Le petit Brelan. La sonorité est particulière. Ce prénom pourrait amener à l'associer à d'autres mots pas vraiment valorisants pour l'enfant. On pourrait ajouter que ses parents, qui étaient à la base de classe moyenne, se sont enrichis de manière soudaine, ce qui a pu leur causer du tort du fait de la jalousie des autres personnes. De par ce nom, directement lié à leur travail, cet enfant sera constamment ramené à la réussite sociale soudaine et au changement de classe sociale de ses parents. Du fait de ces deux facteurs, il y a un risque que cet enfant subisse dès l'enfance des discriminations. On pourrait parler du harcèlement scolaire qui connaît aujourd'hui un essor très important. De plus en plus d'enfants le subissent sans raison. Il ne faudrait pas prendre le risque que cet enfant en subisse par une décision faite par ses parents. Là, de plus, nous le savons, le monde du travail, même si des efforts sont faits, reste un lieu de discrimination. La photo ou le nom de famille peuvent valoir à une personne d'être refusée à un poste. Ce prénom, qui pose ici préjudice, risque de priver l'enfant d'opportunités, ce que nous ne pouvons pas permettre. Si on accepte ce prénom, qui pourrait paraître à certains dans cette salle acceptable, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'autres prénoms litigieux, tels que Mistigris, Poker, pourquoi pas, ou encore As ou Carreau, et bien d'autres encore. De plus, il est important de signaler qu'en l'espèce, en plus de la signification de son prénom qui est de nature à lui causer du tort, le choix n'a même pas été fait par ses parents. Ils ont laissé leurs amis et le hasard faire ce choix essentiel à leur place. Si leur devise leur impose d'honorer tout Paris, elle ne les autorise pas à transgresser la loi. Et pourtant, l'article 57 du Code civil aurait ici été violé, car celui-ci dispose que ce sont les pères et mères qui choisissent librement le prénom de l'enfant. Ici, du fait que ce soit les amis qui l'ont choisi, cette liberté aurait été transgressée. Et le prénom, plus encore du fait de son caractère litigieux, car il a été choisi en transgression de la loi, ne peut être toléré. Pour achever ce développement, on pourrait dire que la défense qui cherche à faire accepter ce prénom devrait se contenter du simple changement de celui-ci, car au vu des faits, les parents pourraient risquer bien pire que cela. La liberté du choix de prénom est une bonne chose, mais on ne peut-on pas, au vu des circonstances, remettre en cause la capacité de ses parents à prendre une décision qui aura une telle importance sur l'avenir de leur enfant? On voit bien qu'ils n'ont pas conscience de l'importance de cette décision au vu de la façon dont ils l'ont prise. Ils ne semblent de plus pas extrêmement responsables. Une femme enceinte et son mari se retrouvent sous l'empire d'alcool et d'autres substances hallucinogènes au cours d'une soirée de poker. Cela pourrait remettre en cause leur capacité même à s'occuper de lui. Je pense, très cher jury, qu'il est donc dans l'intérêt de cet enfant de faire changer ce prénom, quitte à le remplacer par Brendan, qui est un prénom similaire au prénom d'origine choisi par les parents, mais non litigieux. Le simple fait de changer le prénom comme prévu à l'article 60 du Code civil ne me paraît pas, dans ce cas de figure, suffisant. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre monsieur et madame Ravens, qu'ils ont donné un prénom litigieux à leur fils, et n'ont pas respecté la loi en ne le choisissant pas eux-mêmes. Cette infraction est réprimée à l'article 57 du Code civil, la sanction étant le changement du prénom adopté par les parents. De Brelan à Brendan, par exemple, qui est un prénom qui existe, ressemble à celui choisi, mais qui ne dispose pas de double sens qui pourrait causer du tort à cet enfant. Je n'ai plus de réquisition, très cher jury. Jackpot. La salle croule de monde, les talons claquent, les cartes se battent, les jetons se déchaînent, les jeux se font et se défont, les clinquements des machines assourdissent la feutrine des tables de poker. Les voix s'élèvent, les rires s'enchaînent, cris de joie et pleurs de désespoir transpercent les murs de cette soirée, haute en couleurs, décadente et opulente. Une soirée habituelle, mais une nouvelle vient réchauffer les cœurs de nos spectateurs. La propriétaire annonce debout sur scène
la venue prochaine d'un petit être. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les jurés, l'annonce de cette grossesse vous semble sûrement particulièrement extravagante à l'heure où la mode consiste principalement à dévoiler de tels événements sur les réseaux sociaux à grand renfort de ballons roses et bleus et cadeaux couleur pastel. Mais mes clients, Stella et Steven Raven, ont fait ce choix de rester authentiques, uniques. Ils ont tout en fantaisie, entourés de leur passion, crié leur bonheur au monde sur la naissance de leur premier enfant. Et c'est cette même passion qui transparaît dans le prénom qu'ils ont choisi ce soir-là, pour un motif que d'aucuns qualifieraient, telle Madame la procureure, de futile, léger, ridicule, dicté par cette passion plus que par la raison ou le bon sens. Mais Madame, Messieurs les jurés, n'en est-il pas souvent ainsi ? De l'hommage à un ancêtre au goût pour une sonorité, du hasard d'un saint sur le calendrier à l'attrait d'une œuvre d'art, les prénoms donnés par l'émotion des uns aux yeux des autres ont souvent cause futile. La raison, le bon sens, voilà ici notion des plus floues. La question longtemps ne se posait pas. Le problème n'en était pas un. La loi du 11 germinal de l'an 11 de la République française limitait le choix des parents au sein du calendrier et personnages historiques. Jeanne, Marie, Guillaume, Jean, François, Marie et Jean, encore et toujours. Ainsi se limitait la morne appel avant l'entrée des classes. En 1966, la question des prénoms bretons entraîne une instruction générale relative à l'état civil, élargissant les possibilités de choix pour les parents. En 1993, est finalement consacrée par l'article 57 du Code civil, la liberté pour les parents de choisir les prénoms de leurs enfants. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses pères et mères, mais lorsque ces prénoms ou l'un d'eux seul ou associé lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant, voici donc, Mesdames, Messieurs les jurés, notre seule et unique préoccupation. Ce prénom brelan choisi par Monsieur et Madame Raven est-il contraire à l'intérêt de leur enfant ? À cette question, Madame la procureure de la République, dans un but tout à fait louable sans doute, répond oui, prédisant vie malheureuse, harcèlement inévitable. Et pourtant, à une lettre près, Brelan serait passé inaperçu aux yeux de Madame la procureure et de cette cour. Brennan, Bréandan, Bréant, tant de prénoms celtiques aujourd'hui portés par des nouveau-nés, acceptés par la société. Une lettre, une simple lettre séparait donc l'attendrissant de l'inacceptable, le bonheur du harcèlement. De Brenan à Brelan, l'atteinte à l'intérêt de l'enfant serait telle que le choix du prénom par les parents, ce choix fondamental garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, devrait être ici bafoué, piétiné, ignoré. L'intérêt de l'enfant. Voilà bien la tension claire et précise du législateur via l'article 57 du Code civil. Il ne saurait ici être question de remettre en cause la pertinence de ce texte. Quand le 27 décembre 2019, le tribunal refuse d'accorder à des parents le droit de prénommer leur fils Djihad, rappelant son acception péjorative, son association à des mouvements terroristes et considérant qu'il peut être nocif pour l'enfant, les arguments du procureur sont alors précis et fondés. Et l'interdiction, face à ces circonstances exceptionnelles, est salutaire. Tout le contraire, en somme, du cas qui nous rassemble en ce jour. Qui pourrait sérieusement invoquer la même urgence, la même menace pour le choix de Madame et Monsieur Raven ? Choix qui ne saurait d'ailleurs être ici résumé, comme le déclare Madame la procureure, à un vague pari ou à une décision irréfléchie. Ce choix a du sens, comme l'atteste la détermination de mes clients à défendre ce prénom devant vous, à défendre ce droit fondamental pour toute famille, nommer leur enfant. Cette volonté de Monsieur et Madame Raven ne doit rien au hasard.
Là où certains, par leur choix, rendent hommage à quelques défunts, ils manifestent leur reconnaissance envers ce qui les a sortis de la misère, leur a permis de réaliser leur rêve le plus fou. Ils ont souhaité que leur premier-né porte un prénom symbole de leur amour et de leur passion. Et c'est ce prénom de Brelan, si proche de maint prénom breton, qui, pour une obscure signification qui ne parlera qu'aux joueurs chevronnés, suscite ici l'ire et l'effarement de Madame la procureure et devrait donc, selon sa libre appréciation, être interdit. Libre appréciation ô combien arbitraire qui ferait obstacle aux souhaits de cette famille dans un pays où térébenthine, substance toxique et hautement inflammable, faut-il le rappeler, est accepté sans sourciller en 2008, où Zébulon du manège enchanté fut admis par la cour d'appel en 1999, car n'étant pas d'apparence ridicule, péjorative ou grossière. Brelan est-il donc plus complexe, plus ridicule? Là où l'état civil autorise Mickey, Brelan serait interdit par crainte de harcèlement et moquerie sur les bancs de l'école. Voilà une vision bien singulière de la culture enfantine. Qui plus est, chaque personne ici étant passée par un collège le sait, si elle remonte dans ses souvenirs. Tout prénom, même le plus classique et traditionnel, peut être objet de moquerie. Tout nom de famille peut donner lieu à jeu de mots ou plaisanterie. Jean comme Laurent peuvent peut-être tous deux être raillés, harcelés, s'ils ont le malheur d'être choisis pour cible. Devons-nous véritablement rappeler ici l'éventail des possibilités? De Jean Bonneau à Laurent Houtan? Mesdames, messieurs les jurés, soyons sérieux. Le harcèlement est un enjeu majeur. Mais croire que l'établissement de quelques listes noires le réglerait n'est qu'une charmante utopie. Jean ou Laurent, Brenan, Bréant ou Brelan, cela aura en la matière peu d'importance. La question peut être soulevée toutefois de l'attrait que ce prénom aura pour le fils de monsieur et madame Raven, mais la justice ne se rend pas sur quelques conjonctures hasardeuses et nulle décision prise ici ne sera gravée éternellement dans le marbre. Le jeune Brelan Raven pourra, comme tout citoyen, s'il le souhaite et selon l'article 60 du Code civil, modifier quelque peu son prénom ou en adopter un autre, ou en adopter un nouveau, s'il en ressent la nécessité. Tout l'argumentaire en faveur de l'interdiction repose décidément sur bien peu de choses tangibles. Brelan serait, à la différence de Mickey, térébenthine ou Zébulon, ridicule. Ridicule. Nous voici une nouvelle fois dans le flou. Une définition de ce terme semble bien ardue à déceler tant il dépend de la subjectivité de chacun. Qu'est-ce que le ridicule? Il ne saurait ici être question de rentrer dans des questionnements philosophiques cruciaux. Cette question l'est certes pour l'intérêt de l'enfant, mais chacun ici aura sa propre vision de la chose. Le ridicule semble, comme l'humour, si subjectif que je vous demanderai, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, en attente de quelques définitions précises et incontestables de Madame la Procureure fondées sur le Code civil et non sur quelques vagues impressions, de rester tout en objectivité dans cette affaire et d'affronter la réalité. Ce prénom ne fait en rien préjudice à cet enfant. Il ne peut être démontré clairement qu'une quelconque menace sur ses intérêts serait telle qu'il faudrait ici bafouer les droits de la famille. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande donc d'accéder aux souhaits de Monsieur et Madame Raven et de leur permettre de donner à leur enfant ce prénom qui leur est cher. Offrez-leur leur jackpot. La dernière pièce coincée au fond de la machine à sous, la liberté de choisir le prénom de leur fils. Qu'ils aient en la matière toutes les cartes en main. Merci. Place au sujet numéro 2. En septembre 2023, Guillaume Breteuil, âgé de 18 ans, abandonne ses études de droit à l'UBS de Vannes après seulement 4 jours de cours. Il décide de vivre chez ses parents et d'aller chercher un emploi en vain. Alors, inspiré par sa passion pour les jeux vidéo,
il crée un jeu basé sur sa vie en utilisant sans permission les personnages de son entourage. Le jeu est centré sur les cambriolages, devient un succès commercial. Cependant, Cédric Pigalle, un voisin qui se sent diffamé par son personnage dans le jeu, intente une action en justice contre Guillaume. Pour débattre de cette affaire, la demande sera soutenue par Clément Lochin et la défense sera assurée par Pierre-Léon Luneau. J'appelle donc Monsieur Lochin à la barre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs, le droit sans dignité n'est que médiocrité. La dignité sans droit n'est que déraison, disait Blaise Pascal. Autrement dit, les droits fondamentaux traduisent cette rencontre entre la dignité et le droit. Une dignité accordée à toute personne ici présente, au respect dû à votre vie privée. Pourquoi cette citation? Eh bien, c'est parce que mon client, Cédric Pigalle, a subi une atteinte directe à sa vie privée. Il s'agit en l'espèce d'un jeune adulte, âgé de 18 ans, passionné depuis l'âge de ses 4 ans en jeux vidéo, décide d'en créer un, avec pour but d'en faire une surprise à son entourage, en reprenant ces derniers au sein de ce jeu vidéo, en prenant des photographies sans leur consentement préalable. Mais un problème se pose, car à la sortie de ce jeu, qui obtient un vif succès, mon client, Cédric Pigalle, ne comprend pas pourquoi son jeune voisin âgé de 18 ans obtient une voiture du luxe du jour au lendemain, alors même qu'il n'avait pas fini ses études. Il se penche sur la question et comprend très vite que le jeu que son voisin avait créé a un personnage, un policier en particulier, et que ce personnage correspond très clairement à mon client. Il se penche sur la question, fait des recherches et très vite, il observe que sur les forums en ligne, il est à la fois insulté et moqué, et que ce personnage, il est idiot et ridicule, ce qui lui cause un préjudice moral considérable et m'a donc fait appel pour que je plaide sa cause. Il faut rappeler que le droit à l'image est concrètement le droit pour toute personne de s'opposer à la fois à la capture de son image et à la diffusion de celle-ci sans son consentement préalable, express et spécial. La règle du droit au respect de l'image d'une personne se fonde sur l'article 9 du Code civil, qui énonce que chacun a le droit au respect dû à sa vie privée. De plus, il est concevable que la création d'un jeu vidéo est une entreprise passionnante, surtout de nos jours, où les moyens sont les plus divers et les plus aboutis. Mais il est essentiel de préserver le respect dû aux personnes, y compris de son entourage le plus proche, sa famille, mais également son voisin. De ce fait, introduire des personnages basés sur des personnes réelles sans leur autorisation, même s'il y avait un but de faire une surprise qu'il faut bien mettre entre parenthèses, dans la mesure où se retrouver personnellement dans un jeu vidéo avec pour caractère des faits diminutifs, voire attentatoires, ne sont pas à négliger. Sans aucune autorisation de la part de mon client, Cédric Pigalle, cela entraîne donc des conséquences à la fois juridiques, mais aussi des conséquences personnelles. Il en résulte de l'article 9 du Code civil ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit à l'image d'une personne interdit, en l'absence de son consentement, de sa captation, au même titre que sa conservation, sa reproduction ou son utilisation commerciale, et que la seule constatation d'une atteinte à ce droit lui donne un droit à être protégé. En l'espèce, le jeu vidéo comportant l'image de mon client relève donc d'un droit dû à sa vie privée. Et à ce titre, il doit être protégé. La protection de la vie privée interdit à un créateur de jeux vidéo de révéler au public des informations publiques physiques d'une personne. Donc, M. Breteuil ne pouvait révéler l'image de Cédric Pigalle. De plus, l'article 9, en son alinéa 2 du Code civil, énonce que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure
tels que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. S'agissant du préjudice subi, la jurisprudence décide que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée suffit à engager la responsabilité, suivant l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 novembre 1996, qui a jugé qu'il était nécessaire de caractériser la faute de l'auteur de cette atteinte à l'existence d'un préjudice subi. En l'espèce, l'atteinte de la vie privée de Cédric Pigalle était bien caractérisée. Il convient d'engager la responsabilité de M. Breteuil. Il est nécessaire que mon client obtienne l'indemnisation du préjudice subi. Et suivant l'alinéa 2 du même article du Code civil, et en plus de cette réparation, je demande que des sanctions destinées à faire cesser l'atteinte à l'intimité de la vie privée de mon client se fassent dans les moindres délais. C'est pourquoi je demande qu'une procédure en référé soit ouverte. Pourquoi ? Eh bien, imaginez-vous, ne serait-ce qu'un instant, l'existence d'un jeu vidéo qui est loin d'être les plus sympathiques, dans la mesure où le seul but est d'accomplir des violences urbaines, avec pour personnage un policier, dit idiot et ridicule, dont le but est de désobéir à ses règles. Et qu'en plus de cela, il est dit que ce personnage est véreux, autrement dit malhonnête. Vous verriez donc dans la réalité, mais que vos caractères seraient erronés, et qu'en plus de cela, vous subiriez des insultes sur des forums en ligne. Il demande donc, et j'appuie cette demande, que le personnage du policier dans lequel il est représenté soit retiré du jeu dans les moindres délais. Je pense qu'une telle atteinte à votre personne serait inconcevable et que vous souhaiteriez une procédure la plus rapide que possible, car votre dignité est violée. Et c'est dans ces circonstances que je demande à saisir le juge des référés pour obtenir la saisie et le séquestre du jeu vidéo et éviter que la continuité et la diffusion de celui-ci persistent. De ce fait, je demande que mon client, qui est victime de discrimination et d'une violation de ses droits, est habilité à demander à la justice le rétablissement de ses droits lésés pour le préjudice à la fois moral subi. Bien que le texte ne le prévoit pas de manière explicite, mais l'image de toute personne est protégée par l'article 9 du Code civil. En effet, le monopole par le droit de la personne sur sa propre image suppose que, par principe, la captation et la diffusion non autorisée de celle-ci constituent une atteinte à la vie privée. En l'espèce, les photographies de mon client constituent bien une atteinte directe à son image. Il faut bien distinguer le fait que le droit sur sa propre image confère à toute personne un monopole d'exploitation sur celle-ci, en vertu de ce monopole. Au contraire, son consentement doit en principe être requis pour toute exploitation de son image. Et rien n'indique que quelconque autorisation de Cédric Pigalle quant à la captation et la diffusion de son image sur ce jeu vidéo, d'autant plus que les caractères mis en exergue de celui-ci ne sont pas les moins injurieux. C'est une honte, et je pèse mes mots, de prendre en image tout individu à son insu, et en plus de cela, de caractériser mon client de la sorte sur Internet. Cela suppose que le jeune homme a peut-être une dent envers mon client, mais cela ne lui accorde pas le droit de nuire à la vie privée de mon client. In fine, il convient de demander que des sanctions soient prises, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les assesseurs, à l'encontre des actes commis de M. Breteuil envers mon client. Les sanctions envisageables pour cette atteinte illicite au droit à l'image sont de deux ordres. D'une part, en ce qui concerne les sanctions civiles, elles peuvent tout d'abord être prononcées sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Ces sanctions sont de même nature que celles envisagées au titre du droit à la vie privée. Toutefois, selon la Cour de cassation, elle estime que le préjudice résultant de l'atteinte et celui du droit à l'image sont bien à distinguer. En l'espèce, je demande que mon client, en plus des réparations du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée,
celle du préjudice consécutif à la publication non autorisée de son image. Il faut bien mentionner que dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 décembre 2000, la Cour de cassation a jugé que seule la constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie numérique caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation directe du dommage subi. En plus de ces sanctions civiles, il convient à ce que des sanctions pénales s'appliquent. En effet, l'article 226-1 du Code pénal interdit qu'au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, il est prévu que cette sanction pénale inflige 1 an d'emprisonnement ainsi que 45 000 € d'amende. En l'espèce, l'image a été prise alors que Cédric Pigalle. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Henri de Monterland dit que tout est affaire de point de vue et que le malheur n'est souvent que le signe d'une fausse interprétation de la vie. J'ajoute pour ma part qu'il me paraît bien difficile de reprocher à un individu de 18 ans d'avoir du talent. C'est à ce titre que je voudrais vous parler de mon client, M. Breteuil, qui a créé de toutes pièces un jeu vidéo qui rencontre du succès. M. Breteuil a réalisé lui-même l'intégralité des modélisations, des scénarios, des renders de ce jeu vidéo, ainsi que l'ergonomie. Ce travail acharné lui a même valu de trouver un éditeur. Quel talent, n'est-ce pas? Félicitons-le pour cela. Monsieur Breteuil a 18 ans et sans doute beaucoup d'avenir devant lui. Ses tuteurs veillent sur lui et l'accompagnent avec brio dans des actes d'administration qu'il a pu signer avec son éditeur. Si d'aventure une tierce personne pouvait trouver des similitudes aux situations ou aux personnages du scénario du jeu vidéo, ce ne serait être que le fruit du hasard. En effet, M. Breteuil a pris soin, à l'instar de nombreux jeux vidéo, films ou romans, de mentionner au générique de son jeu vidéo que les personnages sont imaginaires. Et, je cite, toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. En toute subjectivité, des internautes ont pu qualifier le personnage du policier présent dans le jeu vidéo de, je cite, ridicule ou encore idiot. Il ne peut s'agir là que de remarques subjectives. Si un certain M. Pigalle dit se reconnaître dans ce personnage du policier, grand bien lui fasse. Mais il ne peut, à cet endroit également, ne s'agir que de sa propre subjectivité. En effet, le personnage du policier dans le jeu vidéo incriminé ne s'appelle pas M. Pigalle, et aucune référence à aucun M. Pigalle de France ou de Navarre n'est faite dans le dit jeu vidéo. Un M. Pigalle a décidé d'introduire une action en justice pour obtenir le retrait du personnage du policier dans le jeu vidéo créé par M. Breteuil. Et ce même M. Pigalle demande des dommages-intérêts. Au nom de quel droit? Certainement pas au nom d'un des droits les plus fondamentaux de notre République, à savoir la liberté d'expression. Dans notre bloc de constitutionnalité se trouve la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, laquelle dispose en son article 11 que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement.
Le Conseil constitutionnel lui-même vient, dans une décision du 29 juillet 1994, préciser ce droit et mentionne une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés. On ne saurait mieux dire. Si d'aucuns peuvent renseigner pourraient arguer que l'article 9 du Code civil dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée et qu'il soit possible d'observer, selon la Cour européenne des droits de l'homme, que la liberté d'expression peut être limitée pour certains motifs d'intérêt général, comme la sécurité nationale, la sûreté publique ou encore l'intégrité du territoire, il faudrait donc d'une part prouver que des internautes qualifiant un personnage de jeu vidéo d'idiot puissent ainsi porter atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou encore à l'intégrité du territoire. La Cour européenne des droits de l'homme entend que la liberté d'expression peut également être limitée pour des motifs de protection de droits de la personnalité, visant à éviter toute diffamation, discrimination ou atteinte excessive à la vie privée d'autrui. Il faudrait alors que M. Pigalle puisse apporter la preuve que sa vie privée est atteinte. Et il faudrait en tout premier lieu pour cela que M. Pigalle puisse être identifié dans le jeu vidéo créé par M. Breteuil. En l'espèce, je rappelle que M. Pigalle n'apparaît pas dans ce jeu vidéo. Et quand bien même M. Pigalle, par je ne sais quel moyen, arriverait à faire croire à sa présence dans le jeu vidéo, la jurisprudence en la matière est très éclairante. Le 21 novembre 1990, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a débouté Madame Groseille. Madame Groseille, dans son pourvoi, fait grief au réalisateur du célèbre film « La vie est un long fleuve tranquille ». À travers ce pourvoi, elle fait grief à un arrêt de la Cour d'appel du 3 mai 1989. La Cour d'appel de Paris reconnaît que le fait de s'inspirer même délibérément pour la création d'un personnage de fiction, d'une personne réelle en empruntant ses traits de caractère, fussent-ils odieux ou désagréables, et en faisant un portrait véridique, mais sans livrer au public aucun élément d'identification de cette personne dont il est admis qu'elle est inconnue du public et que seule elle-même ou ses proches peuvent l'identifier sous un personnage de fantaisie, ne serait pas, à défaut d'intention de nuire, constitutif d'une faute. La première chambre de la Cour d'appel de Paris a également, le 30 décembre 1998, libéré le dessinateur et scénariste de bande dessinée Christian Binet, qui se voyait accablé du même genre de reproches de la part de M. Bidochon. M. Bidochon revendiquait avoir inspiré un des personnages de la bande dessinée Les Bidochons. Chers lecteurs de bande dessinée ou joueurs d'un jeu vidéo, qualifiant d'idiot ou de génie un personnage, grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse que sur les réseaux sociaux, Internet ou encore au café le matin, il ne s'agit là que de votre subjectivité ou d'un point de vue que vous avez vous-même le droit d'exprimer au nom de la liberté d'expression. Grand bien nous fasse que la libre communication des pensées et des opinions soit un des droits les plus précieux de l'homme et que tout citoyen puisse parler, écrire, imprimer librement. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs les assesseurs, c'est ce soir au nom d'un des droits les plus fondamentaux de notre République que je vous propose de faire vivre pleinement la justice. C'est ce soir au nom d'un des droits les plus fondamentaux de notre République que je vous propose de libérer M. Breteuil de l'attaque infondée dont il fait l'objet de la part de M. Pigalle. Il ne s'agit pas que d'appliquer une règle de droit. Il s'agit aussi de venir rappeler que la République est garante du droit, que la République protège ses enfants, que notre République nous protège toutes
et tous à travers les droits les plus fondamentaux. Place maintenant au sujet de L2, les cas pratiques de droit pénal. Pour le sujet numéro 1, Pierre Moutarde, un homme de 36 ans, a connu des problèmes psychologiques dans le passé, mais ceux-ci semblaient résolus. Un jour, lors d'une partie de paintball, avec des amis, il utilise une arme réelle, pensant que cela ajouterait du réalisme au jeu. Malheureusement, il devient paranoïaque pendant la partie, prenant ses amis pour des ennemis et ouvrant le feu de manière impulsive. Cela entraîne la mort de sa compagne et de son meilleur ami, ainsi que des blessures graves pour d'autres participants. Pierre est rapidement arrêté et diagnostiqué schizophrène paranoïde, une maladie mentale grave. Et pour débattre de cette affaire, nous retrouverons Nora Bélanger en charge de l'accusation et Léa Daudet pour la défense. J'appelle donc Madame Bélanger à la barre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, cher auditoire, folie, délire, hallucination, maladie mentale, des mots qui dérangent, des mots que l'on aimerait ignorer. Pourtant, ils définissent la schizophrénie, une maladie mentale qui touche près d'1% de la population totale. Durant une crise, le malade est alors plongé dans un univers parallèle où il perd tout contact avec la réalité. Idées délirantes et hallucinations prennent alors le pas sur son humanité. Une maladie terrible et comme seule issue, une guérison impossible. Mesdames et messieurs, le 20 septembre dernier, Pierre Moutarde, âgé de 36 ans, a commis l'irréparable. Alors qu'il s'apprêtait à faire une partie de paintball avec ses amis, Pierre décide d'emprunter à son frère, gendarme de profession, une arme, pour apporter, je cite, du réalisme supplémentaire au jeu. La partie débute, et alors que tout se passait pour le mieux, Pierre ouvre le feu et tue Sophie Lenoir, sa compagne, Thomas Pervenche, son meilleur ami d'enfance, et blesse grièvement Émilie Olive et Julien Rose. Si les faits s'arrêtaient ici, cet homme serait condamné à la perpétuité, comme en dispose l'article 221-2 du Code pénal. Mais la folie, le coupable facile, le coupable qui nous permet de relativiser, vient remettre en cause la peine qu'on aurait dû lui infliger. En effet, quelques jours après le drame, Pierre est diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde. Il aurait, durant la partie, entendu des murmures menaçants, vu des ombres mouvantes qui conspiraient contre lui, le poussant alors à se défendre. Moi aussi, cher éditoire, j'aimerais croire que l'humain n'est pas capable de commettre de telles atrocités. J'aimerais que sur le banc des accusés, la folie soit toujours la principale concernée. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Malheureusement, non, la folie n'est pas toujours le coupable. Non, malheureusement. Pour appuyer mes dires, laissez-moi reprendre une décision de la Cour d'assises de Loire-Atlantique du 17 mars 2022, qui a condamné à 8 ans de prison une jeune femme atteinte de schizophrénie ayant étranglé son compagnon. Les juges ont dissocié la maladie de l'acte. Il paraît nécessaire de faire de même pour cette affaire, et surtout pour les victimes, pour leurs familles, des familles à qui la vie sera jamais bouleversée, qui ne regarderont plus jamais le monde sous un angle émerveillé, des parents, des frères, des sœurs, à jamais dévastés. L'article 122-1 du Code pénal dispose que la personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes est irresponsable pénalement. Ce qui compte ici, c'est le discernement, le fait de savoir si Pierre avait conscience de ses actes sur le moment. Il est vrai que nous, les juristes, nous avons de nombreuses qualités. Et en affirmant cela, non, mon ego n'est pas surdimensionné.
Mais pour autant, aucun d'entre nous ne peut valablement affirmer que Pierre était totalement déconnecté de la réalité. Il appartient aux experts psychiatriques de l'analyser. Cependant, aucune expertise ne relate que son discernement était aboli. Aucun expert n'a établi qu'il était inconscient de ses actes au moment des faits. En décembre 2004, un drame s'est abattu sur la ville de Pau. Romain Dupuis, atteint de schizophrénie, tue à l'arme blanche 2 infirmières. Lors de la phase d'instruction, de nombreuses expertises ont été requises. Les experts psychiatres ne sont jamais parvenus à un résultat unanime. Alors que certains parlaient d'abolition de son discernement, d'autres soutenaient qu'il était seulement altéré. Cette affaire montre à quel point cette notion est complexe. Elle nous montre qu'en réalité, personne ne peut savoir ce qui se passe dans l'esprit d'un homme. D'ailleurs, si même un spécialiste ne peut pas cerner les pensées, personne ne peut certifier que Pierre a dit la vérité. Mesdames et messieurs, si la défense se permet d'affirmer que M. Moutard n'était pas conscient de ses actes, laissez-moi supposer ce qui, selon moi, s'est réellement passé. Pierre a, le 30 septembre 2023, pris l'arme de son frère, en étant conscient que le port d'armes sans autorisation est puni par la loi. Il l'a peut-être fait pour s'amuser, ou peut-être qu'alors tout était prémédité. En participant à l'activité, sa compagne et son meilleur ami sont encore une fois très complices. Depuis quelques mois, Pierre avait remarqué leur rapprochement et sa jalousie était à son paroxysme. Se retrouvant contre eux durant la partie, confronté à sa jalousie excessive, à les regarder, se chamailler, rigoler, se regarder, Pierre a délibérément choisi de tirer, de les tuer, entraînant dans ce drame Julien et Émilie, les dommages collatéraux de ce crime passionnel. Cher auditoire, il m'a été facile d'imaginer cette histoire, de vous montrer qu'il peut y avoir différentes vérités. Comme il a pu être facile pour Pierre de nous faire croire qu'il était en état de crise psychotique lors du drame. Les enjeux étant importants, la perpétuité s'il est condamné ou alors l'espoir d'une future liberté s'il est interné. Seulement 5% des malades atteints de schizophrénie commettent des meurtres. Le passage à l'acte homicidaire est donc une exception et non un fait exclusif du schizophrène. Si le crime n'est pas une composante de la maladie, comment peut-on admettre de ne pas juger Pierre? Comment peut-on admettre de ne pas le condamner? Cher auditoire, chaque année, près de 10 000 malades internés d'office fuguent des hôpitaux psychiatriques. En 2022, l'homme désigné dans les médias comme le cannibale des Pyrénées s'est échappé d'un de ces hôpitaux et a agressé une femme. Les hôpitaux ne sont pas des lieux de détention. Ils n'ont pas pour objectif de punir. Or, en faisant le choix d'interner Pierre, soyez conscients qu'un jour peut-être, il sera en mesure de récidiver, et ce, sans trop de difficultés. En France, depuis le Moyen-Âge, on ne juge pas les fous. Cela reviendrait à juger un vide juridique, disent certains. Mais un malade n'est pas toujours fou. Un malade n'a pas toujours des hallucinations ou des délires. Et ça a été le cas de Pierre, qui a vécu 36 ans en étant malade, mais sans que jamais personne ne s'en aperçoive. Si je vous demande de le condamner, c'est pour toutes les victimes, pour leur permettre, après ce lourd combat, de faire le deuil comme il se doit. C'est pour la société qu'il faut protéger. C'est pour Sophie, Thomas, Émilie, Julien, mais aussi pour toutes les autres, celles qui à jamais seront traumatisées, celles qui passeront la majorité de leur nuit à cauchemarder, celles qui, sans n'avoir jamais été coupables, seront toute leur vie condamnées à être enfermées dans le passé. Mesdames et messieurs les jurés, au titre de l'article 221-2 du Code pénal qui dispose que le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, je vous demande, en toute humilité, de condamner Pierre Moutarde à la réclusion
à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils te veulent du mal. Ça va être brutal. Ils veulent te tuer. C'est une fatalité. Si tu n'agis pas, on te tuera. Tuer ou être tué. Ils sont là pour te nuire. Tire, tire, tire. Ou ce sera toi qui mourras. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, cher auditoire, voilà ce à quoi mon client est confronté. Une pathologie rongeant sa santé. Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui afin de mettre en exergue la folie. La folie positive que chacun de nous détient en lui. La folie de voyager dans un nouveau pays, la folie d'écrire une poésie, la folie de déroger aux interdits. La folie. Néanmoins, si cette folie n'est qu'un aspect positif pour certains, elle recouvre une toute autre dimension pour d'autres. Voyez-vous, la folie, aussi appelée schizophrénie, cette maladie dont souffre mon client, Pierre Moutarde, qui n'est pourtant pas de Dijon, a saccagé sa vie. Je vous propose de remonter dans le temps afin de mieux connaître mon client, Monsieur Moutarde. Monsieur Moutarde était un homme bien entouré, une compagne, un frère, des amis, avec qui il entretenait de bonnes relations. Malgré quelques difficultés psychologiques par le passé, rien ne montrait la difficulté de sa situation. Et pourtant, le samedi 30 septembre deviendra méandre. Ce jour-là, la vie de mon client a basculé non pas par choix, mais par loi. En effet, il commettra l'irréparable en étant vulnérable. Malheureusement, ce n'est qu'à la suite de cet événement tragique que mon client sera diagnostiqué comme souffrant de troubles schizophréniques. Un diagnostic qui, s'il avait été réalisé en amont, aurait assurément empêché mon client de commettre cet acte sanglant. Alors oui, j'affirme avec conviction que mon client est innocent. Innocent tant il avait égaré son discernement. Car dans les faits, voilà de quoi mon client est accusé. Accusé d'être forcené. Pinel écrivait « Les aliénés, loin d'être des coupables qu'il faut punir, sont des malades dont l'état pénible mérite tous les égards dus à l'humanité souffrante et dont on doit rechercher par les moyens les plus simples à rétablir la raison égarée. » Je terminerai ce préambule en soutenant que reconnaître la responsabilité d'un malade reviendrait à le rendre capable. Et que, si ce jugement vous appartient, il me paraît opportun de préciser quels sont les faits. Monsieur Moutarde, ayant déjà connu des difficultés psychologiques par le passé, n'a jamais été diagnostiqué ni même traité. En effet, ses proches ne se sont jamais alertés. Ici, il est possible d'y voir un simple malentendu, quiproquo, méprise. Et pourtant, j'y vois une carence. Une carence de l'entourage qui n'a pas su entendre plus tôt les mots de mon client. Mais aussi une carence du milieu du médical qui n'a jamais jugé opportun d'effectuer des examens. Monsieur Alain Milon constatait dans un rapport d'information en 2012 l'existence d'une spirale néfaste qui conduisait les psychiatres, en raison d'une pression accrue, à entraver la prise en charge rapide des malades les plus lourds. Et ce manquement a conduit mon client à briser sa vie, irrémédiablement. Il me paraît évident de vous évoquer l'article 122-1 du Code pénal, qui, en son premier alinéa, dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes. Me diriez-vous, comment savoir si M. Moutarde était au moment des faits pourvu de discernement? À cette question, je répondrai que je ne suis pas médecin et que l'accusation, qu'importe ses affirmations, ne l'est point également. À cette question, en retour, je ne vous en poserai qu'une. Pensez-vous réellement qu'un homme doté de discernement puisse commettre une telle abomination? Un homme qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été effrayant. Ici, il semble évident que le trouble de mon client était déjà présent. Sachant qu'une crise dure en moyenne 6 mois, il semble frappant que mon client manquait de discernement au moment d'emprunter l'arme de son frère et encore plus probant au moment où il ouvre le feu. À ce moment, tout se montrait propice au commencement d'une crise. Combinaison colorée, bruit de forêt, seul face à l'adversité, il se sentait menacé. Cependant, cet acte ne doit pas engager sa responsabilité tant cela marquerait un recul du système français. Un recul du système français qui affirmait déjà en 1810, à l'article 64 du Code pénal, qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Mais aussi un recul du système français face aux pays européens et étrangers qui ont pour beaucoup déjà abandonné l'idée de responsabilité. En Belgique, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, tous ont remplacé la responsabilité du malade par sa prise en charge dans un milieu médical. La seule exception est issue de la loi votée en 2021 à la suite de l'affaire Alamy, qui permet la reconnaissance d'une responsabilité en cas de prise de substances psychoactives. Or, dans les faits, rien ne tente à montrer que mon client en avait consommé. Néanmoins, irresponsabilité et impunité ne doivent pas se confondre. Mon client, bien que manquant de discernement, a commis les faits qui lui sont reprochés. En effet, Manuel Orsat a souligné que même en cas d'abolition du discernement, il n'y a point d'impunité psychiatrique. C'est pour cela que je vous demande, en vertu de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, l'hospitalisation d'office pour mon client. Mon client qui, plus qu'une sanction, mérite une guérison. Une guérison qui ne peut se réaliser qu'avec les soins appropriés. Cela paraît quantifié lorsqu'on s'aperçoit qu'un traitement adapté permet d'éviter 70% de rechute. Ce traitement, qui aurait garanti une stabilité à mon client, comme le montrent les nombreuses recherches effectuées en la matière, qui tentent à montrer le nombre d'homicides diminue de moitié après la prise d'un traitement adapté. Je demande également l'irresponsabilité en vertu des nombreux cas qui en ont déjà bénéficié. En France, en 2019, 58 cas. En 2018, 80. En 2016, 58 cas d'irresponsabilité pénale ont été recensés. Certains cas, même plus récents, en ont fait l'objet. C'est le cas de Clément Guérin, en 2021, qui a assassiné sa famille et qui a été reconnu irresponsable pénalement. Mais aussi celui de Cyril Soumille, d'Emmanuel Hernandez ou encore de Fisnou Sako. Aucun d'eux n'a été mis en prison. Alors pourquoi mon client? Mesdames, Messieurs, il me semble que le point culminant est celui du discernement, également qualifié de compréhension, distinction, perception, raison, appréciation, tous ces termes dont mon client a été privé. Il me semble, nonobstant, que cette privation nécessite une compréhension de la part des gens qui, comme vous, comme moi, ont eu la chance d'en être dotés. Alors, je vous demande de comprendre et d'aider, bien que ce rôle ne soit pas sans difficulté, afin d'empêcher l'enfermement de mon client qui, sans aucune nécessité, a simplement besoin d'être soigné. C'est ce qui est affirmé
les chiffres évoqués ont montré que plus de la moitié des patients n'avaient été hospitalisés avant de commettre leur homicide. Loin de moi l'idée de vous provoquer de la pitié. Néanmoins, je maintiendrai que l'histoire de mon client est une histoire qui, trop souvent, est victime d'indifférence. Une défaillance qui conduit la différence à se sentir en inconfiance. Pour remédier à cela, il est essentiel de ne pas faire d'erreur et de comprendre la teneur de votre indifférence sur la vie des malades, qui, loin d'être moins importante, nécessite de la considération. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Seninger écrivait « À partir du moment où le criminel est reconnu comme aliéné, Place dès maintenant au sujet numéro 2. Kevin Kuis, un jeune homme de 29 ans, de nature plutôt timide, décide un jour de participer à une émission de télé-réalité. Durant cette émission, il fait la rencontre de Brian, un garçon de 20 ans, qu'il considère rapidement comme son petit frère. Kevin se trouve de plus en plus attiré par Jennifer, une des participantes. De son côté, Brian développe secrètement de l'attirance pour Kevin, alors qu'il sait pertinemment qu'il est hétérosexuel. Un soir, alors que la production organise un jeu action ou vérité, Kevin, enivré, se prête au jeu et accepte de se faire bander les yeux pour que les filles de l'émission l'embrassent. Cependant, Brian profite de la situation, l'embrasse et le caresse sous les rires des autres candidats. La surprise est entière quand Kevin se découvre les yeux et se retrouve nez à nez avec Brian. Sa réaction est sans appel, il se débat et s'enfuit dans sa chambre. Pour débattre de cette affaire, nous retrouverons Michel Kerfanto en charge de l'accusation et Adam Sanage pour assurer la défense. J'appelle donc Monsieur Kerfanto à la barre. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Monsieur le juge, mesdames, messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs, vous trouverez peut-être cette accroche étrange. Une exorde de mauvais goût. Pourquoi parler d'amour dans une affaire d'agression sexuelle? Eh bien, c'est parce que, selon moi, il s'agit d'une notion clé pour mieux cerner ce qu'il s'est passé. À défaut de continuer de vous parler de théâtre, laissez-moi vous introduire à la réalité avec nos personnages présents aujourd'hui sur les planches. En l'espèce, veuillez accueillir Kevin, un homme hétérosexuel affirmé, timide en amour, traumatisé par son passé d'antan. Il rencontre alors Brian, avec qui il va très vite nouer des liens d'amitié lors d'un jeu télévisuel autour de l'amour. Et c'est alors, lors d'une soirée arrosée organisée par la société de production, que, sous proposition de l'accusé, Kevin décida de se laisser bander les yeux et d'embrasser de nombreuses personnes afin de les deviner. Ayant bien accentué sur une chose, il ne souhaite embrasser que des femmes. Or, trahissant son ami, Brian décida de profiter de cette situation pour l'embrasser langoureusement, de descendre lentement sa main sur ses fesses, de les caresser, de les serrer. C'est alors qu'au nom de l'intérêt général, je me trouve aujourd'hui devant vous, accusant Brian d'agression sexuelle. Tout d'abord, avant toute chose, établissons la responsabilité de celui-ci à l'égard de l'acte qu'il a commis. Au vu des faits, vous pourriez me dire que l'accusé aurait pu être poussé à consommer cette substance, qu'il aurait été conduit à se trouver dans un état second par une tierce personne, que donc celui-ci ne serait pas responsable de ses actes. Or, admettre une telle idée ne serait qu'une dénaturation simple des faits et de la réalité. À aucun moment, la société n'a forcé les participants à se mettre dans un état second, de les gaver tels des oies avec un couteau sous la gorge jusqu'à en faire exploser leur foie. Tous, y compris Brian, disposaient de leur libre arbitre afin de décider de consommer ou non. Boire ou ne pas boire, telle est la question. Brian a bu. Brian a choisi. Brian est donc responsable de ses actes aux yeux de la loi, aux yeux de l'article 121-3 du Code pénal, qui, je cite, dispose « Nul n'est responsable que
de son propre chef. Responsable alors de l'infraction que nous l'imputons, responsable de l'agression sexuelle. Celle-ci, au sens de l'article 222-22 du Code pénal, punit alors toute atteinte sexuelle commise sans le consentement d'une personne. Certains d'entre vous pourraient alors penser que ces actes ne sont pas de connotation sexuelle, simplement amicale. Je t'embrasse, je te caresse les fesses, nous sommes des joueurs de foot. Or, selon moi, ce n'est pas le cas. À l'égard du baiser, pour vous convaincre, écoutez alors ces quelques mots. Ils s'embrassèrent, leurs lèvres se joignirent, avides, assoiffés. Sa bouche goûtant sa bouche, leur baiser semblait durer une éternité. Et ce n'est pas en raison de ma passion pour les romans d'amour que je vous cite ce passage du livre Margaret Mitchell, « Autant en emporte le vent », mais bel et bien pour vous illustrer le caractère sexuel de cet acte. De surcroît, celui-ci est accompagné d'un contact physique de la main de l'auteur, le long du dos jusqu'à ses fesses. Et les vidéos prises par la société sont alors des preuves qui parlent d'elles-mêmes. Et selon la Cour de cassation, un tel acte est un acte sexuel, notamment ce qu'elle nous raconte dans un arrêt du 11 juillet 2017. De surcroît, cette connotation, vous devez l'apprécier dans un contexte général, toujours selon la haute juridiction, notamment dans un arrêt du 3 mars 2021. Un contexte alors de jeu de séduction, de recherche de partenaires, de recherche de relations sexuelles. Ainsi, ce baiser langoureux et cette main baladeuse sont des actes sexuels et exercés sans le consentement de la victime. Car, en effet, celle-ci a à plusieurs reprises affirmé qu'elle ne consentait pas aux envies de l'accusé, qu'elle ne lui donnerait ni son cœur, ni son culminant fessier, qu'elle ne lui donnerait rien, à part de l'amitié. Et c'est une idée que l'on retrouve, qui s'affirme de surcroît dans la seule condition qu'il a émise quant à sa participation à ce jeu. Je ne veux embrasser que des femmes. L'accusé a alors commis un acte de nature sexuelle sans le consentement de la victime. L'élément matériel est donc établi. L'élément moral, quant à lui, est évident. Brian a agi intentionnellement. Il savait pertinemment que l'acte qu'il réaliserait serait d'une telle nature. À l'âge de 20 ans, après les émois du lycée, nous savons tous que ce genre d'acte est lourd de sens. Il savait que son ami ne souhaitait pas partager cela avec lui. En témoigne le nombre de râteaux qu'il s'est pris, un nombre suffisant pour ouvrir un bricot d'épeau. En bref, son comportement traduit une réelle volonté d'exercer une atteinte sexuelle sur Kevin, une atteinte intentionnelle. Toujours selon l'article 222-22 du Code pénal, pour établir l'agression sexuelle, ces atteintes doivent être obtenues par la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Brian a alors mis en place ce plan, proposé ce jeu à son ami, lui bander les yeux, jouer avec ses sentiments, lui faire croire qu'il avait une chance d'embrasser la fille qu'il aime tant. Tout cela pour à la fin lui faire surprise, c'est moi ta jolie blonde. Ainsi, aux yeux de la loi, Brian a commis une agression sexuelle pour laquelle il doit être puni afin de protéger les individus de notre société. Et ça, au titre de l'article 222-27 du Code pénal. J'entends alors déjà mes détracteurs clamer haut et fort avec ferveur que cet acte que nous reprochons n'est qu'un simple acte d'amour. L'avocat de la défense essaiera sûrement de vous attendrir, de vous dire que ce n'est qu'un jeune homme plein d'amour dans les yeux, au point d'en être aveuglé, qu'il s'est laissé emporter par le vent et l'ivresse du moment. Peut-être défendra-t-il l'amour, le prônera devant vous, ou peut-être s'amusera-t-il à vous offusquer avec des paroles insensées. Je le répète, mais aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Et j'ose le dire ici, c'est l'accusation qui défend avec cœur l'amour. Et c'est au nom de l'amour que nous devons punir ce genre d'acte. C'est au nom de l'amour que ces règles pénales existent.
Et ce n'est pas l'amour dont l'accusé a été aveuglé, mais d'une pulsion. Une pulsion animale, ayant pris le contrôle de son cœur, de sa bouche, de sa langue, de ses mains. Une pulsion qui a détruit l'amour avec un grand A, qui a détruit un homme, qui a détruit Kevin. Un individu alors écorché, à vif, par un coup de couteau dans le dos, opéré par un ami, laissant place à une plaie béante. À un amour-propre, alors désormais salement enterré, les feux de l'amour sont éteints, reposant dans l'étreinte d'un baiser volé, volant vers l'infini et l'au-delà. Monsieur le juge, vous êtes le seul à pouvoir sauver cet individu du naufrage, en reconnaissant la culpabilité de l'auteur des faits. Que la décision que vous allez prendre puisse être un message d'espoir, de reconnaissance envers les victimes d'agressions sexuelles de tous les jours. Ainsi, pour l'infraction d'agression sexuelle, selon l'article 227 du Code pénal, nous requérons 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je terminerai sur ces quelques mots. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, c'est monter si haut. Je vous le demande, monsieur le juge, ne sauvez pas le soldat Brian, mais sauvez l'amour. Dernière étape de ce concours, les sujets DL3. Forcément, je serai un peu plus rapide. Sujet numéro 1, les candidats devront tenter de répondre à la question « Faut-il changer une équipe qui gagne ?» Emma Clairaut devra défendre l'affirmative, tandis que Gawain Dubreuil sera son contradicteur en défendant la thèse négative. J'appelle Emma Clairaut. Cher jury, cher auditoire, hier, je me suis mise dans la peau d'un professeur. Oui, j'ai posé à mes chers élèves une question dont j'attendais la réponse à main levée. Faut-il changer une équipe qui gagne ? La règle était simple. S'ils considéraient qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne, ils ne devaient pas lever la main. En revanche, s'ils considéraient que oui, nous devons changer une équipe qui gagne, alors ils devaient lever la main. Le résultat ne vous surprendra peut-être pas, aucun de mes élèves n'a levé la main. Ainsi, tous considéraient donc qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne. C'est en effet peut-être la réponse que vous aussi, cher public, vous aurez donnée si on vous avait posé la question. Car oui, peut-être que pour vous, changer une équipe qui gagne s'avère être de la folie. Peut-être que lorsqu'une combinaison permet de réussir, il ne faut pas la désunir. Peut-être croyez-vous que quand on a une équipe qui fonctionne, on la conserve en tant que championne. Peut-être oui, mais peut-être pas. Peut-être faut-il plutôt oser le changement, croire aux évolutions, aux mutations et laisser ainsi de la place à l'amélioration et à l'innovation. Car oui, pour moi, ne pas changer une équipe qui gagne, c'est plutôt faire le choix de la paresse, de la stagnation et de l'inaction. Ainsi, cher auditoire, si vous pensez que l'on m'a mis une balle dans le pied en m'imposant cette position, détrompez-vous. Car oui, pour moi, ne pas changer une équipe qui gagne, c'est se mettre une balle dans le pied tout seul. Mais alors, tout de même contrariée par le résultat de cette question posée à mes chers élèves, je suis rentrée à la maison un peu troublée et désorientée. Suis-je la seule à penser qu'il est bon de changer une équipe qui gagne ? J'étais sur le point de le découvrir. Relatant les événements à mes chers parents, j'ai pu connaître leur point de vue sur ce fameux questionnement. Je me suis d'abord tournée vers mon cher père. « Dis papa, faut-il changer une équipe qui gagne ?» La première équipe qui lui est venue en tête, c'est l'équipe de foot, bien sûr. Sa réponse fut spontanée. « Ben non Emma, pourquoi faire ? Pourquoi voudrais-tu tout changer quand tout va bien ? Pourquoi voudrais-tu tout bouleverser alors que tout est déjà gagné ? » Vous l'aurez compris, pour lui, il est donc préférable de ne pas modifier une stratégie qui réussit. Mais est-ce toujours vrai ? Mon père n'est-il pas ici piégé par l'illusion des séries ? Est-ce parce qu'une équipe gagne aujourd'hui qu'elle gagnera demain ? Pas certain. Je crois à l'inverse que la victoire
a les méfaits que l'échec n'a pas. Oui, pour moi, la victoire rend aveugle et la défaite rend la vue. La victoire rend aveugle car s'habituer à gagner, c'est se déshabituer à perdre. C'est perdre sa motivation, gagner en stagnation, oublier l'amélioration et ainsi risquer la déclinaison. Si la victoire rend aveugle, la défaite, quant à elle, rend la vue. Mon cher contradicteur n'aura donc plus besoin de porter ses lunettes de vue. Car oui, cher auditoire, il serait risqué de croire que l'équipe perdante ne peut jamais vous rattraper. Au contraire, grâce à l'énergie du désespoir, l'équipe perdante va se ménager pour atteindre la victoire. Car cette citation est bien connue, le confort est l'ennemi de la performance. À trop gagner, on se repose sur nos lauriers et on oublie alors de continuer à travailler d'arrache-pied. Car après la deuxième mi-temps vient la troisième mi-temps pour les gagnants, alors que pendant ce temps, les perdants travaillent à devenir de futurs gagnants. Mais aussi et surtout croire qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne, c'est oublier les événements imprévisibles. Car oui, si votre équipe est aujourd'hui gagnante, qu'adviendra-t-il lorsque Neymar en aura marre, que Mbappé finira par boiter, que Ronaldo aura mal au dos? Surtout que l'on me dit dans l'oreillette que pour Paul Pogba, c'est bientôt la fin de son mandat. Ainsi, partisans du conservatisme, soyez conscients que le changement s'anticipe et surtout qu'il sera inévitable un jour ou l'autre. Alors, n'en déplaise aux supporters de l'OM, changer parfois d'équipe s'avère être un pari gagnant. Alors, après avoir convaincu mon père, je me suis ensuite tournée vers ma chère mère. La discussion fut moins fâcheuse, car pour mon plus grand plaisir, ma mère était dans mon camp. Car oui, elle considère comme moi qu'il est bon de renouveler une équipe qui gagne. Si l'équipe de foot a été une évidence pour mon père, ma mère a quant à elle pensé à l'équipe au travail. On voit ici les priorités. En tout état de cause, vous êtes sûrement nombreux ici à travailler en équipe, que vous soyez doyen d'une faculté, préfet comme Monsieur Didier, ou encore avocat associé, vous faites partie d'une équipe. Mais alors, quelle est la bonne stratégie? Ne pas changer votre collectif et ainsi devenir moins productif, ou bien oser le changement pour accueillir à bras ouverts l'innovation? Car oui, la clé ne serait-elle pas ici? Dans un monde en perpétuelle mutation, soyez persuadés que la conservation fera mauvaise configuration. Car oui, ne pas changer une équipe, c'est renoncer à la nouveauté, à la jeunesse, à l'originalité et à toutes ses qualités. Alors que modifier une équipe, c'est accepter l'étranger pour qu'il devienne notre nouveau coéquipier. D'ailleurs, Gabriel Attal l'a bien compris, lui, à en voir se défiler de nouveaux ministres depuis qu'il a été nommé Premier ministre. Il a su modifier son équipe, bon, gagnante on ne sait pas trop, mais au moins, il a osé la changer. Par ailleurs, changer une équipe, ce n'est pas seulement modifier son effectif. C'est aussi changer ses façons de faire pour toujours parfaire ses savoir-faire. Faire partie d'une équipe gagnante, c'est aussi aller à l'encontre de ce que pense Monsieur Tout-le-Monde et ainsi oser créer un nouveau monde. J'ai ici une pensée pour notre chère Simone Veil, vous savez, celle qui a accompli des merveilles. Ses prouesses d'hier ont créé les exploits d'aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui à elle, adepte du changement et du bouleversement, que l'on doit l'inscription dans la Constitution de l'avortement. Alors voilà, n'hésitez plus, osez changer, innover et tout modifier. Et faites en sorte que l'innovation soit la clé de toutes vos élaborations. Enfin, pour ma part, si je n'ai pas tout de suite pensé à l'équipe sportive ou administrative, c'est parce que j'ai songé à l'équipe amoureuse. Car oui, pour former une équipe, on peut être seulement deux. Et nous étions deux cette année-là. Je parle au passé car des mois se sont passés depuis la dernière fois que tu m'as enlacée et en l'espace de quelques secondes, notre équipe s'est malheureusement froissée. Malgré toutes nos victoires, menées grâce à tous ces espoirs, notre équipe gagnante a changé de trajectoire. Car oui, toi qui me rendais optimiste, le navire dans lequel nous étions a fini par couler et ton cœur a fini de gouverner le mien. D'ailleurs, je pense que c'est finalement cette équipe-là que l'on ose changer le moins. Pourquoi perdre le risque de changer une équipe gagnante pour au final en former une nouvelle perdante? Toutefois,
Si notre équipe était gagnante, tu as pourtant décidé d'en gagner une autre. Oui, ce soir-là, tu as décidé de changer de camp en enfreignant les règles du jeu. Bravant le règlement avec cette amante, j'ai cru aveuglement que notre équipe pouvait continuer d'être gagnante. Mais cher auditoire, il y a des circonstances qui, elles, ne trompent pas. Ainsi, même l'équipe qui paraît être perpétuellement triomphante doit être modifiée, car il y a des faux pas à ne pas pardonner. Car ne pas changer de camp, c'est s'avouer vaincu ou bien cocu. Les deux fonctionnent ici. Et si par chance, votre équipe amoureuse vous comble de bonheur, ne soyez pas distrait par la complaisance. N'oubliez pas que l'amour s'entretient par des efforts constants pour éviter le train-train et réinventer le quotidien. Ainsi, et ce sera la morale de l'histoire, ose changer de partenaire, changer de façon de faire ou de façon de plaire. Car finalement, refuser le changement et le mouvement, c'est donner raison à la peur qui abrite ta raison. Ainsi, que vous soyez manager, footballeur, amoureux au grand cœur ou étudiant ambassadeur, retenez ceci. Ne pas changer une équipe qui gagne est le meilleur moyen de perdre la partie, car c'est lorsque les vents sont porteurs qu'il faut savoir réajuster sa stratégie. Alors, pour finir ce discours, je vais reprendre mon rôle de professeur. Et je vais ainsi reposer une nouvelle fois ma question, mais cette fois-ci à mon cher jury. Selon vous, est-il bon de changer une équipe qui gagne ? Par respect pour mon contradicteur, je ne vais pas vous demander de lever la main, même si je sais au plus profond de moi-même que l'envie ne vous manque pas. Mais comme je ne vais pas partir sans vous prouver que j'ai raison, je vais demander à ma chère mère de répondre à ma question. Maman, faut-il changer une équipe qui gagne ? Oui, bien sûr. Merci, maman. Cela fait des années que les médias nous rapportent quotidiennement les remaniements ministériels, les mercatos sportifs, les changements de stratégie militaire ou encore de stratégie managériale. En somme, quel que soit le sujet, sans cesse revient le même titre « Faut-il changer une équipe qui gagne ?» Ainsi, lorsque l'on se penche sur les définitions de cet adage, changer signifie rendre plus ou moins différent, transformer, modifier. Une équipe est un groupe plus ou moins structuré, ayant une finalité commune. Gagner, ce qui est souvent la finalité d'une équipe, symbolise l'acquisition de quelque chose. Cristiano Ronaldo affirme que le football est une histoire de cycle. Si vous avez tout gagné avec une équipe, vous devez en changer. C'est ce qu'il s'est passé pour moi avec Manchester United. L'histoire nous montre cependant qu'au-delà des performances sportives, c'est davantage l'argent qui pousse Ronaldo à changer d'équipe si fréquemment. J'adopterai ici une approche opposée à celle de Ronaldo, paraissant de prime abord contre-intuitive. Non, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Pour structurer mon propos, je prendrai l'exemple d'une équipe dans le milieu sportif. Pas n'importe quel sport, un sport qui me définit bien, vous pouvez en juger rien qu'à ma taille, le basketball. Dans mon 5 de départ, au poste de meneur, je nommerai Nicolas Machiavel, qui dans son ouvrage Le Prince offre un mode d'emploi de la gouvernance. Machiavel entend proposer à des dynasties ou à des gouvernements la possibilité de devenir des équipes qui gagnent. Selon lui, conserver le pouvoir politique passerait entre autres par l'usage de la ruse et de la force. On remarque ainsi qu'à travers l'histoire, des dynasties se sont distinguées par leur prospérité sur les plans économiques, culturels, religieux, militaires. Tel est le cas de la dynastie Tang qui régna sur l'Empire du Milieu de 618 à 907 après Jésus-Christ. Au poste d'ailier droit, je sélectionnerai les psychologues de l'université Chapman en Californie. Ces chercheurs se sont intéressés aux conséquences que peuvent avoir la restructuration d'une équipe sur le moral et la productivité de ses membres. Ils ont réuni des groupes de 4 personnes et leur ont confié un exercice de coordination se déroulant en 2 parties successives. Au cours de la première partie, tout s'est bien déroulé. Au cours de la deuxième partie, cependant, les performances des groupes se sont dégradées. Non seulement parmi ceux qui avaient bien réussi la première, mais aussi parmi les équipes dont les résultats étaient initialement médiocres. La recomposition des groupes a également diminué la confiance de leurs membres. On remarque même que dans les groupes ayant peu performé lors de la première partie,
L'arrivée de 2 nouveaux membres a provoqué une hostilité, non entre les anciens et les nouveaux, mais entre les anciens coéquipiers entre eux. Afin de poursuivre la composition de mon 5 de départ, au poste d'ailier gauche, je désignerai le Big Three. Comment pourrions-nous constituer une équipe de basket sans sélectionner Tim Duncan, Manu Ginobili et Gawen Dubreuil? Tony Parker, excusez-moi. Ces 3 joueurs ont remporté ensemble 4 titres de NBA en 2003, 2005, 2007 et 2014. Le Big Three est le meilleur exemple pour illustrer l'affirmation qu'en sport, on ne change pas une équipe qui gagne. Certes, chacun de ces joueurs est talentueux individuellement. Mais c'est l'alchimie entre ce talent, une stratégie bien élaborée, la ferveur du public et une part de chance qui ont fait que ce trio a triomphé durant presque une décennie. La modification, aussi minime soit-elle, de l'un de ces facteurs aurait indéniablement perturbé l'équilibre fragile sur lequel repose cette équipe et l'aurait mené à la défaite. Au poste de pivot sont généralement placés les joueurs les plus grands en taille. C'est pourquoi j'y nommerai Alexandre le Grand. Durant ce que les historiens appellent la conquête d'Alexandre, entre 30 et 40 000 soldats macédoniens marchèrent sur la Grèce, la Perse et l'Inde. Cette campagne militaire dura de -340 à -328 avant Jésus-Christ. Au cours de ces 13 années, les hommes mobilisés n'eurent jamais l'occasion de rentrer chez eux. Alexandre, sachant que la phalange hoplitique était invincible, appliqua à la lettre l'adage « on ne change pas une équipe qui gagne ». Pour terminer la désignation des joueurs titulaires, il me faut un deuxième pivot. Ici, je ne désignerai pas un, mais 2 joueurs indissociables, Astérix et Obélix. Obélix joué par Gilles Lelouch, pas par Gérard Depardieu. Mais j'aurais pu aussi nommer Tic et Tac, Tintin et Milou, Boule et Bill ou d'autres encore. Ces personnages de fiction nous montrent que l'amitié peut être forte et durable. Nous avons tous des amis que nous connaissons depuis des années, nous ne savons même plus d'où, quand et comment nous les avons rencontrés. Une chose est sûre, d'après une étude menée par des professeurs d'Harvard, l'amitié, d'autant plus quand elle est durable, a un impact sur la gestion du stress, des angoisses. L'amitié diminue même les risques de dépression. Enfin, pour chauffer le banc, il me faut des remplaçants. J'y mettrai les amants maudits Roméo et Juliette. Certes, leur amour a mené à leur perte, mais quoi de plus beau qu'un amour sincère et durable? Je vous l'accorde, le mariage est une institution qui paraît de nos jours dépassée. En effet, en France, un mariage sur 2 se termine par un divorce. Mais tous les mariages ne se soldent pas par un divorce. Par exemple, nous pouvons citer le record du couple dont le mariage a été le plus long, qui est détenu par un couple d'Américains mariés depuis 80 ans. Il est toujours permis de rêver et de croire en l'amour. Une relation amoureuse durable favorise une stabilité émotionnelle et familiale, le partage de valeurs et de projets communs, ainsi que le développement d'une complicité. Cette équipe de basket que je viens de constituer permet de démontrer que pour rendre une équipe victorieuse, il faut en amont minutieusement sélectionner les membres qui la composent. Mais ce n'est pas tout. Comme nous l'avons démontré, le succès d'une équipe repose sur la manière dont elle est menée, sur les talents individuels, sur les stratégies, mais surtout sur la confiance et l'affection existant entre ses membres. À l'heure actuelle, nous vivons dans un monde où la course à la performance et les perpétuelles innovations nous poussent à vouloir toujours tout changer. Mais quel est l'intérêt de changer pour changer? Modifier quelque chose qui fonctionne peut s'avérer désastreux. Nous remarquons que certaines stratégies de gestion agricole visant à améliorer les rendements montrent leurs limites. L'absence de diversité dans les cultures et l'utilisation massive d'intrants chimiques dans des régions où l'agriculture était traditionnellement axée sur des méthodes de culture et d'élevage adaptées aux conditions locales mènent aujourd'hui à une pollution des eaux et une diminution de la fertilité des sols. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des tragédies pouvant résulter de la curiosité des hommes. À l'instar de Cristiano Ronaldo lors de son retour à Manchester United, certaines personnes regrettent les changements qu'elles ont parfois elles-mêmes initiés. On remarque souvent ce phénomène lorsque l'on sort de chez le coiffeur avec une coupe de cheveux abominable. C'était mieux avant, la nostalgie de temps glorieux mène souvent à un retour en arrière, comme lors de la période des 100 jours, suivant les retours de Napoléon Bonaparte de son exil sur l'île d'Elbe. C'est pourquoi je vous invite à suivre ma position, qui, je vous l'accorde, peut paraître réactionnaire. Mais puisqu'il est si difficile de mener une équipe à la victoire, et puisque le changement, bien qu'il soit séduisant, est une source de risque et de regret, non, il ne faut pas changer une équipe qui gagne.
Et enfin, l'ultime sujet de cette soirée, le sujet numéro 2 des L3. Les candidats devront tenter de répondre à la question suivante. Le jeu en vaut-il la chandelle? Paul-Henri devra défendre l'affirmative, tandis que Manon Le Pioufle sera son contradicteur en défendant la thèse négative. Place à Paul-Henri. Hier soir, je jouais aux cartes avec des amis et mes pensées ont divagué. J'ai pensé à la Renaissance, ces salons et ces joueurs de cartes peints par Caravage, ces tableaux d'hommes et de femmes jouant aux cartes pour une mise, un halo de richesse qui guide les cœurs sous la pâleur de bougies qui éclairent les différentes mains. Ces joueurs parieurs qui se demandent si jouer en vaut la chandelle qui les éclaire. Alors, moi aussi, j'ai regardé ma main et je me suis demandé si ça valait le coup de l'abattre, comme ces joueurs pour une simple lueur. Maintenant que nous n'avons plus de chandelle, que nous préférons vivre et jouer sous la lumière des ampoules, et que le simple jeu de cartes est devenu un jeu métaphorique qui représente notre vie, peut-on encore dire que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce une folie des grandeurs que de souhaiter jouer pour une simple lueur? Est-ce espérer sans fin que de rêver un butin? Après tout, peut-être avons-nous brûlé la chandelle par les deux bouts, et il n'y a plus rien à vouloir. Pourtant, tous les matins, nous nous levons, nous marchons, mangeons, rions et travaillons sans aucune raison. Nous jouons notre vie tel un musicien qui espère atteindre la fin d'une partition. Nous cherchons une lumière au bout du tunnel. Cette lumière, c'est notre but, nos rêves, nos aspirations, ce que nous pensons et ce que nous ignorons. Parfois, nous gagnons cette grande partie de cartes contre la vie et il semblerait que d'autres fois, nous la perdons. Pour autant, devons-nous tout abandonner à cause de défaites et accepter une destinée? Il faudrait abdiquer l'espoir d'être maître de nos vies, de succomber à la servitude d'une destinée et de devenir de simples mots dans l'histoire de l'humanité. C'est saturnien. Où est l'humain? Où est ce conquérant qui tente de comprendre le monde, de maîtriser la nature ou même d'aimer? Ce hussard qui saute dans le vide en disant qu'advienne que pourra. Hier soir, j'ai décidé de laisser cours à mon humanité, de jouer pour une chandelle. Et je vous propose de me suivre dans cette partie de poker, cet espoir d'une victoire. J'avais dans ma main un roi de pique et une reine de trèfle. Sur la table, un as et un valet étaient retournés. Il ne me manquait plus qu'un 10 pour faire une suite au poker. Et je me suis rappelé ces jeux gagnés, ces paris titanesques ou risibles qui valent le coup. Ces coups de poker qui ont pour origine la liberté du choix, si l'on reprend le livre de Milton Friedman. Le choix de créer une relation libre entre nos envies et ce que nous faisons. Le choix de choisir et surtout d'agir dans un but et non parce que c'est imposé. Ce matin, par exemple, avant de venir vous voir, j'ai décidé de prendre le bus de 7h20 pour avoir une place assise, contrairement à celui de 7h32. Pour ce faire, j'ai dû me lever tôt, manger sur le pouce et courir. Mais le jeu en valait le coup, car j'étais heureux de pouvoir m'asseoir où je voulais. Alors oui, peut-être que je suis bonnet, simplet et heureux pour peu, c'est vrai. Cependant, l'essence de cette chandelle est là. Le bonheur, la satisfaction d'accomplir ce que l'on veut. Le fait de jouer devient ainsi beaucoup plus profond. Il est le bonheur que nous pouvons acquérir par nous-mêmes. Un pari, un contrat que l'on passe avec notre reflet. Hier, j'ai fait un pari avec moi-même. J'ai joué le tout pour le tout et qu'advienne que pourra. Malheureusement, aucun 10 n'est sorti, j'ai perdu. Échoué, raté, et j'étais attristé de ce rêve qui ne s'est pas réalisé. Mais vous aussi, il vous est arrivé d'échouer. Allant du gâteau que l'on veut manger mais que l'on ne trouve pas jusque dans les opportunités professionnelles. Mais est-ce réellement problématique? Est-ce un pic infranchissable, insurmontable? Non.
Vous avez tous trouvé votre compte dans ce qui vous est arrivé par la suite. Certes, il n'y avait pas de gâteau, mais vous en avez maintenant une réserve. Et dans le monde professionnel, par ces erreurs, vous avez acquis de nouvelles opportunités. Finalement, vous comme moi, nous regrettons plus en ne faisant rien et en ne rêvant de rien. Nous voyons un monde de fantaisie sous nos yeux à la télé ou sur Instagram. Les gens possèdent ce que nous n'avons pas, ils voyagent où nous n'allons pas, ils travaillent où nous ne travaillons pas, et nous, au lieu de jouer pour une chandelle incandescente, nous préférons regarder le jeu et désirer cette flamme envoûtante. Nous devenons sujets des autres. Nous ne faisons plus de choix, si ce n'est le choix de s'échoir dans un boudoir et de surseoir à pouvoir. On s'engraisse de désirs et de passions inassouvis. On devient inapte et incapable au moindre projet. On passe de l'enfant à la personne âgée sans devenir adulte. C'est un rêve sans action. Alors oui, hier j'ai perdu. Ma voisine à ma table m'a raillé, mais j'ai gagné ma liberté par mon action en vivant ma passion. Bien sûr, ma voisine n'a pas démordu et m'a dit que j'ai joué pour rien. C'est la défense récurrente des aptères. Selon eux, faire est inversement proportionnel au gain. En somme, que la chandelle n'en vaut pas le jeu. C'est vrai que parfois nous brassons de l'air, nous soulevons des montagnes, nous tentons le diable pour avoir le seul luxe d'avoir l'objet de nos désirs, tel le fait de savourer une bière sur une terrasse. Nous nous arrêtons pour un petit peu. Mais cette chandelle doit-elle être un désir mythique et le résultat d'une odyssée épique? Non. Cet Eros n'a de saveur que pour nous. C'est un désir intime que nous cherchons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En ce sens, j'ai une affection pour les mots de Lord Byron. Je ne veux des plaisirs que la richesse acquiert. Ce que le faible achète, mon sabre le conquiert. Le jeu est ainsi un combat que nous menons pour nos passions, pour notre satisfaction. Oui, j'ai perdu. Mais tout comme Édith Piaf, je ne regrette rien, car j'ai rêvé, j'ai joué et je suis comblé. Alors oui, mesdames, messieurs, faites comme moi, jouez, espérez, rêvez, mais ne vous abandonnez pas dans la paresse et les caresses de votre bassesse. Couraillez, caracolez, battez-vous pour ce que vous espérez. Au diable, toutes ces foirades, ces déceptions et autres déconvenues. Brûlez cette chandelle par les deux bouts. Cherchez cette lueur et saisissez son butin. Jouez à en perdre l'haleine, à en perdre la raison, car seul ce jeu vous fera glace contre la déraison de votre condition. Merci. Hier soir, Mademoiselle Rose et Colonel Moutarde faisaient un dîner aux chandelles. Après un bon moment passé ensemble, les deux amants se rendent dans la salle de jeu pour s'amuser. Or, Mademoiselle Rose, durant une partie de billard, comme à son habitude, fait preuve d'égocentrisme et n'hésite pas à rabaisser son adversaire. Elle répète sans cesse « Je gagne tout le temps, je suis la meilleure, je suis imbattable ». Agacé, son amant lui demande alors d'arrêter plusieurs fois. Mais cette dernière ne s'exécute pas. Alors très agacé par les dires de sa maîtresse, et un peu mauvais joueur sur les bords, le colonel Moutarde se rend à la table du dîner, arrache une chandelle d'un chandelier, s'approche de sa bien-aimée et la tue, d'un coup fracassant. Alors, cher jury, cher public, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Oui, c'est à vous que je pose la question, vous qui avez fait le déplacement pour venir nous écouter ce soir. Au regard des prestations précédentes, qu'en pensez-vous? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bon, je ne vais pas vous influencer, mais comme vous le savez, je défends la négative. Pour commencer, on va prendre un exemple qui va parler à beaucoup d'entre vous. En première année de droit, on a tous eu de super cours d'histoire des institutions. On a travaillé comme des acharnés, des heures et des heures consacrées à nos révisions. Mais malgré des efforts en vain, on a tous eu 3 sur 20. Donc non, le jeu n'en valait pas la chandelle. Il convient tout d'abord de souligner que le jeu semble tout de même nécessaire. Il permet de détendre l'atmosphère. Alors, si la vie n'est pas un jeu, le jeu permet de redonner goût à la vie.
Il est comme une échappatoire, nous empêchant parfois d'arrêter de broyer du noir. C'est une façon d'évacuer le stress et de se libérer du poids qui nous oppresse. Alors mon contradicteur, sur ce point, a raison. Le jeu est bénéfique, mais à la condition que, comme Mathieu, on fasse preuve de fair play. Le jeu est utile, et d'ailleurs personne ne peut le nier, car dans notre société, le jeu n'a pas été renié. Alors jouer est important, c'est inéluctable. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que le jeu est inévitable. Mais ce qu'a manqué de souligner mon contradicteur, c'est que si le jeu permet de s'épanouir, le bonheur finira toujours par s'évanouir. Le jeu a ses faces cachées. Mais de quel jeu parle-t-on? Il y a plusieurs jeux, comme les jeux politiques, les jeux d'amour, les jeux d'argent, les jeux de mots, les jeux de vilains, les jeux de mains. Si on prend l'exemple des jeux d'argent, finalement, jouer n'est pas toujours positif, car il peut amener à des troubles compulsifs. Vous avez tous déjà remarqué que dans les casinos, il fait sombre. Règne comme une impression que les joueurs ont déjà compris que leur jeu n'en valait pas la chandelle. Car c'est plongé dans l'obscurité, dans une ambiance à miser, que leur argent, ils vont miser. Le jeu n'en vaut pas la peine car c'est connu que l'on perd plus que ce que l'on gagne. Pourtant, même les gagnants perdent. Oui, même pour les plus chanceux qui gagnent, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Car après les parties enchaînées, vient l'addiction et tous ces joueurs en perdition, à qui on retire la permission de jouer. Ils sont enchaînés au jeu, sans vraiment savoir comment s'en sortir. Alors, la seule façon, c'est de ne pas commencer à jouer. Car certes, jouer c'est s'évader, mais c'est surtout s'égarer. Et s'il s'agissait d'un leurre ahurissant, nous faisons croire qu'en plus du beurre, on aurait son argent. Et pour les plus persévérants, la crémière en supplément. C'est cet espoir qui nourrit notre envie de jouer. Alors, on joue à y gagner pour finalement ne gagner que l'addiction du jeu. Pour les jeux d'amour, on peut vite aboutir aussi à l'addiction et surtout à la dépression. Au départ, c'est le jeu de séduction, le jeu de regard, le jeu t'aime. Mais le jeu est éphémère et fait mal quand il s'arrête. Si le jeu n'en vaut pas la chandelle, il a tout de même essayé d'allumer la flamme en moi. Bon, j'ai bien dit essayer, car il ne faut pas s'enflammer. À la fin de notre relation, en décembre, ne restait que des cendres. Tous les sacrifices, les efforts pour entretenir notre amour, ne valaient finalement pas le détour. La prochaine fois, avant de me lancer à corps perdu dans une relation, de commencer une quelconque discussion, je me rappellerai ces moments de tristesse qui prenaient le dessus sur les moments de tendresse. Ces douleurs infâmes, lorsque pour lui je me donnais corps et âme. Si avec lui, le dîner valait les chandelles, la relation ne valait même pas une vulgaire bougie. Ses actes ne suivaient pas ses paroles, j'étais simplement aveuglée par sa phraséologie. Il ne restait que mon cœur qui saigne, comme une hémorragie interne. Alors, malgré tous les efforts, à notre histoire, j'ai mis un terme. Même s'il n'y en a pas 10 pareils, je m'en suis séparée, avant que, par souffrance, je disparaisse. J'aurais aimé qu'on me prévienne que le jeu n'en valait pas la chandelle. J'aurais aimé qu'on me prévienne que mes efforts et mes sacrifices laisseraient toutes ces séquelles. Mais comme vous, j'ai écouté à tort mon contradicteur. Alors, mesdames, messieurs, le jeu n'en vaut pas la chandelle, car on finit toujours tôt ou tard par être déçu. Donc il ne faut pas prendre de risques pour éviter que notre santé mentale en ressorte déchue. Concernant les jeux politiques, c'est similaire. C'est à Valérie Pécresse que je pose la question. Est-ce qu'il en valait vraiment la peine de s'endetter pour finalement ne même pas être considéré? Il est vrai que les hommes politiques sont le plus souvent critiqués. Peu importe leurs pensées, leur place sur l'échiquier, ils font de leur mieux pour faire valoir leurs idées. Présidents, ministres, préfets sont les cibles de critiques préfaites. Comme si leur image était vouée à la fatalité, ils ne peuvent pas la redorer. Si leur objectif est d'avoir la gratitude et la reconnaissance du peuple, ils n'obtiendront que l'ingratitude et l'indifférence. Donc faire des efforts pour plaire aux citoyens n'en vaut pas la chandelle. Il vaut mieux ne pas se perdre dans ce jeu et cette volonté de reconnaissance, mais plutôt rester fidèle à soi-même, sans attendre une dernière chance. Car c'est user son énergie pour une chose inatteignable et finir seulement la cible
de critiques effroyables. Au-delà de ces différents types de jeux abordés, une autre question semble primordiale. Est-ce que le jeu en vaut-il la chandelle? Est-ce qu'il en vaut la chandelle de voir que par soi-même, d'être tourné uniquement vers soi, ne penser qu'à soi, ne jouer qu'avec soi? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? La réponse est non. Il est évident que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Qu'on a besoin des autres pour atteindre l'ataraxie. Ça ne vaut pas la peine de voir qu'à travers soi, car c'est grâce aux autres qu'on grandit. Il faut apprendre à apprécier la présence d'autrui, non pas comme un ennemi, mais comme un ami. Il est nécessaire de prendre soin des autres, de s'assurer de leur bien-être, car notre entourage est ce que l'on a de plus cher, et un geste d'attention est gratuit. Alors même si le bonheur ne s'achète pas, je payerai pour voir mes proches heureux. Que leur cœur ne s'émiette pas, car leur sourire est merveilleux. Donc non, le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais le nous, si. Le nous en vaut la chandelle, car c'est entouré des autres que la vie paraît plus belle. Mais si le jeu dans toutes ses formes n'en vaut pas le coup, nous en sommes les seuls responsables. Le jeu n'en vaut pas la chandelle à cause de nous. On a l'impression que tous les efforts que l'on fournit ne valent pas le coup, car on se fixe des idéaux, des jeux un peu trop. D'ailleurs, cher contradicteur, je vous le demande, en valait-il la chandelle de me contredire à nouveau? L'humain ne se satisfait pas de peu, le jeu est trop ambitieux. Le résultat de nos acharnements n'est pour nous jamais suffisant. Nous sommes d'éternels insatisfaits, incapables de se complaire du nécessaire. Oui, on aura toujours l'impression que la fin ne mérite pas le chemin, mais il faut accepter que parfois le jeu n'en vaille pas le coup. Il faut fournir des efforts sans rien attendre en retour, simplement pour grandir et non pas pour s'enrichir. Difficile à dire dans cette société capitaliste, avec des hommes obsédés par leurs désirs matérialistes. On appauvrit le sens du jeu pour une soif du trop, et on finit par voir le verre à moitié vide, car c'est rempli de pessimisme qu'on ne fournit plus d'efforts, alors que nos aspirations sont toujours en plein essor. C'est là le cœur du problème. Le jeu n'en vaudra jamais la chandelle tant qu'on ne se satisfera pas du nécessaire, qu'on ne changera pas d'état d'esprit. Car la chandelle, sachez-le, n'a pas de prix. Donc pour finir, je vais répondre à la place de Mademoiselle Rose, qui, la pauvre, n'est plus là pour le confirmer. Mais non, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je vous remercie. Cher public, le jury a délibéré et je vais maintenant laisser la parole à Madame Lamblin-Gourdin, présidente du jury, pour nous annoncer les grands vainqueurs. Merci. Alors, d'abord, toutes nos félicitations à l'ensemble des candidats. On a été impressionnés par les prestations, comme chaque année. On a l'impression que chaque année, le niveau s'élève. Les prédécesseurs, voilà, arrivent à encourager les successeurs. C'est bien. On a été impressionnés par le courage. Hein, c'est pas facile, surtout pour les étudiants de première année. J'avoue, je pense que j'aurais pas été capable de faire aussi bien à votre âge. Donc, félicitations à tous. Merci pour la confiance que le jury pratico-droit nous a témoigné pour faire, voilà, émettre des choix, des vœux. Donc, je vais tout de suite communiquer les noms de ceux qui ont réussi à nous convaincre et à nous emporter dans leur éloquence et leur plaidoirie. Donc, pour les candidats en première année de licence, donc c'est Erel Duo-Ferré d'une part et puis Pierre-Léon Luneau d'autre part, qui voilà. Ensuite, s'agissant des étudiants qui sont en deuxième année de licence, nous avons été convaincus par les prestations de Michel Carfanteau et puis Adam Sanage, j'espère ne pas écorcher votre nom. Il arrive, je vois. Ah oui, voilà, vous étiez là-haut.
Et s'agissant des étudiants de 3e année de licence, nous avons été convaincus et emportés par les prestations de Emma Clairaut et Manon Lepioufle. Alors, cher public, retenez bien ces 6 visages, car ce sont ceux que vous allez retrouver le 12 avril lors de la finale qui aura lieu au tribunal judiciaire de Vannes. Et maintenant, je vais proposer aux autres candidats de venir nous rejoindre sur scène et nous allons procéder au vote du ou de la candidate qui va représenter l'UBS lors de la fête du droit. Je crois que c'est bon. Alors, cher public, vous avez délibéré. Et ce sera Monsieur Gawen qui ira... Je tenais à remercier au nom de l'association Pratique au droit nos collaborateurs qui nous ont permis de financer cette soirée, que ce soit la CVEC, la boutique Pizza Ruiz, la boutique Zibi London, Pizza Ruiz ou alors la fondation UBS. Je remercie chacun des membres du jury pour votre soutien pour ce projet et chacun des candidats pour votre implication et le travail que vous avez fourni. Et vous, cher public, d'avoir été présents. La prochaine date pour l'équipe Pratique au droit, c'est le 20 mars, avec la diffusion du documentaire de Monsieur Nicolas Ferrand dans le cadre de notre cycle de conférences. Et nous vous donnons rendez-vous à la sortie de l'amphithéâtre pour discuter autour d'un verre et autour d'une pizza. Voilà. Merci à tous.